au début des années 70, ils sortent Charlie Hebdo, le premier numéro, le journal disparaît parce qu'ils ont fait une une la semaine de la mort du général de Gaulle, balle tragique à Colombey, un mort. Donc ça commence par un éclat de rire parce que le général est mort. Un héros, le héros national. C'est donc très scandaleux. Ce qui ne veut pas dire qu'à l'intérieur du journal et dans cette équipe de Charlie Hebdo, il n'y a pas des collaborateurs du journal qui n'ont pas une grande admiration pour l'homme du 18 juin. Mais on doit rire de la mort parce que on n'a pas d'autre solution, la vie est dramatique. Alors soit on a une foi religieuse ardente et on croit passionnément à une vie après la mort, soit on doit savoir rire. C'est un rire qui a une conscience tragique. C'est le grand rire mozartien, c'est le grand rire shakespearien, c'est le grand rire rabelaisien. Et je pense que Charlie Hebdo prend quelque chose de cette tradition, de ce rire-là, pour exister. J'ai refondé avec Cabu le journal en 92 et j'ai été patron du journal pendant 17 ans. Pouvez-vous nous faire le récit de votre journée du 7 janvier 2015 ? Le 7 janvier, je suis dans la rue et je vois que le mur de ma maison est tagué. Et là, pour la première fois depuis longtemps, je me dis, je vais quand même appeler le commissariat pour prévenir parce que c'est bizarre ce truc. Et immédiatement, il y a un ami qui m'appelle pour me dire qu'il y a une fusillade à Charlie, et puis on n'en connaît pas les conséquences. Et après, j'ai un appel du ministère de l'Intérieur qui me dit de me barricader chez moi. Après, je leur dis, mais je ne peux pas rester chez moi, il faut que j'aille voir ce qui se passe, ce qui s'est passé à Charlie. Moi, je ne suis plus à Charlie depuis plusieurs années déjà, mais bon, on m'envoie une voiture de police pour m'emmener sur les lieux. Après, on découvre l'étendue du désastre avec Manuel Valls. Il monte dans la rédaction, il me demande de l'attendre en bas. Il redescend, il me dit surtout tu montes pas. Et heureusement il m'a dit ça parce que au moins j'ai pas cette image-là dans la tête, quoi. Et l'idée qui hante cette journée pour les proches du journal, ceux qui restent Richard Malka, enfin, il faut que le mercredi prochain, il y ait un autre Charlie dans les kiosques. Ce qui sera le cas grâce notamment à Gérard Biard. Et c'est formidable qu'ils aient pu ressortir un numéro tout de suite et que les terroristes n'aient pas pu empêcher ça, quoi. Vous vous saviez menacé constamment. Comment l'aviez-vous intégré dans votre vie quotidienne ? On savait tous qu'une menace planait sur nous et les gens de Charlie plus que moi encore. Dès le premier jour, on avait conscience du danger. Moi, quand j'ai publié les caricatures en 2006-2007, dont on a décidé, Cabu et moi, de proposer à la rédaction, parce qu'on ne pouvait pas leur imposer ça, précisément parce que c'était dangereux. On a réuni tous les personnels de Charlie, leur dire voilà, on doit publier ces caricatures, mais il y a un danger. Est-ce que vous êtes d'accord ? Voilà pourquoi, à notre sens, il faut les publier, parce que c'est une question de vie et de mort pour la liberté de la presse, liberté de conscience. Il ne faut pas laisser s'avancer. Il ne faut pas laisser les islamistes mettre un pied dans la porte. Et à l'unanimité, ils ont décidé qu'on publierait ces caricatures. Et je pense que si c'était à refaire, tout le monde dirait qu'il faut le refaire. Aujourd'hui, ceux qui travaillent à Charlie Hebdo vivent dans la quasi-clandestinité, toujours menacés. C'est parfois difficile de concevoir que certains acceptent cette vie. Comment vous l'expliquez ? Vous voyez, quand je viens ici, je vois Figaro marqué sur la façade, Charlie Hebdo, rue Turbigo, il y avait marqué Charlie Hebdo sur la façade de l'immeuble. C'était des très beaux bureaux avec des baies vitrées, avec des gens qui passaient, comme chez vous, des gens passent. C'est ouvert un journal, même s'il y a des moments où il faut fermer la porte et se mettre à bosser, mais c'est ouvert un journal. Et eux, ils n'ont pas droit à ça, ils sont comme à Lyon en 1943, quand on fait un journal, parce que Jean Moulin a des choses à dire. Ils sont dans des conditions compliquées pour faire un journal et ils s'en sortent. Ils ont vraiment du talent, du mérite, du courage. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour eux. Comment était-ce de travailler à Charlie Hebdo ? Qu'est-ce qu'il y avait de particulier dans ce journal ? Par certains côtés, ça ressemble à beaucoup de journaux, mais c'est un journal dont la raison d'être est assez mystérieuse. C'est un journal très singulier dans le paysage de la presse française, en dehors même de ses idées politiques, parce qu'elles étaient diverses finalement au sein du journal. C'est un journal scandaleux par nature, parce que, pour une raison profondément philosophique, c'est un journal qui rit avec la mort. On doit continuer à vivre la tête haute en riant, donc le rire fait partie de ce qui nous rend dignes. C'est une vision philosophique un peu nietzschéenne même, hein.
Quel souvenir particulier gardez-vous de l'époque où vous travailliez à Charlie Hebdo? Il y en a eu toutes les semaines des meilleurs moments, même dans les moments d'engueulade. Parce qu'on finissait quand même toujours, à un moment ou à un autre, par rigoler ensemble des mêmes choses qui nous rapprochaient. Peut-être que celui avec lequel je me suis engueulé le plus fort, c'était Rhys, et c'est sans doute celui des jeunes dont j'étais le plus proche. Mais pas pour des raisons idéologiques. On a toujours été d'accord sur Rhys et moi. Et bon, on était amis intimes, Cabu et moi, depuis les années 70. Pour expliquer aussi ce qui s'est passé le 11 janvier, il y a toutes les raisons pour que les gens aient manifesté en masse. Mais je pense que la mort de Cabu a été une des raisons. Il incarnait quelque chose. Évidemment, comme dessinateur, il avait vraiment du génie, et je pèse mes mots. Mais comme homme, il était très singulier. Et il avait beaucoup travaillé à la télévision, dans les émissions avec Dorothée. Et il était dans le cœur des enfants, un personnage précieux. Et ces enfants qui sont devenus des adultes, quand ils ont pris conscience qu'il avait été assassiné par des mecs avec des kalachnikovs et des cagoules, Cabu, ce type qu'ils voyaient sur les écrans de télévision, dessiné, et qui les faisait tellement rigoler, et qu'ils aimaient comme les gosses aiment. Et un jour, on était tous les deux à Toulouse, on allait à l'église Saint-Cernin, vers l'église Saint-Cernin, s'ils voulaient visiter l'église, et il y avait une classe de gosses avec l'instit qui expliquait le transeps, les machins, enfin bon, tout ça, l'architecture de... Et il y a un gosse qui se retourne et qui nous voit et qui reconnaît Cabu et qui dit « Ah, c'est Cabu !» Et là, toute la classe, on aurait dit des oiseaux, est venue demander à Cabu un des... Alors on a passé 20 minutes, hein, ça nous a foutu en retard pour le rendez-vous d'après. Il a fait des dessins aux gosses, mais ils étaient devant... J'imagine que ces gosses, qui à l'époque des attentats devaient avoir 35 ans, le choc violent que ça a dû être d'imaginer qu'on puisse tirer sur quelqu'un comme ça, qui était si gentil, si bienveillant, c'est terrifiant. Je pense que les gens ont été touchés aussi beaucoup par la mort de Cabu. Pensez-vous que l'on ait perdu cette capacité à rire du tragique, ou à comprendre que rire, que dessiner, que se moquer, ce n'est pas forcément adhérer ou vouloir nuire? Oui, elle est capable de le comprendre, mais on n'ose pas trop parce qu'il y a une espèce de discours dominant qui prétend que c'est plus possible. Alors on appelle ça le wokisme, même des grandes sociétés commerciales y ont adhéré, mais c'est tellement con que ça va pas durer. C'est très ringard. On ne pourra pas se passer d'un rire de surprise. On ne pourra pas se passer d'un rire un peu scandaleux. Dans un monde de liberté, il faut accepter d'être offensé parfois dans ce qu'on croit juste. Il faut rentrer dans le débat. En France, c'est très compliqué parce qu'on se hait. On est sur des positions idéologiques. Notre grand héritage, merveilleux héritage du XVIe siècle, d'un scepticisme intelligent, curieux, ne se porte pas bien en ce moment. On s'engueulait parfois à Charlie Hebdo? Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que si on était d'accord sur la nature dont j'ai parlé tout à l'heure du journal, du rire qui devait présider dans ce journal, on était liés par cette complicité de sales gosses, mais on avait des débats internes. On n'en était pas à ce point de radicalité d'aujourd'hui, mais notamment sur la Palestine, sur des choses fondamentales, on était assez d'accord. Mais bon, je faisais en sorte que le débat apparaisse dans les pages, ce qui faisait une richesse du journal finalement. N'y a-t-il pas une forme de faillite à devoir vivre en résistant dans un pays dont pourtant le droit vous protège? Oui, on paye une hypocrisie et une lâcheté qui a duré très longtemps. Ou un refus de voir les choses depuis les années 80, de voir avancer un islam politique, un islam rigoriste, un islam ennemi de la République qu'on appelle l'islamisme. On n'a pas voulu en interpréter sérieusement les signes, les premiers voiles à l'école, etc. On a fait comme si, mais non, et puis critiquer ça, c'était être raciste. Alors que quand même, aujourd'hui encore, il y a un problème de ce côté-là. Alors, c'est fini. Beaucoup d'hommes politiques, beaucoup de journaux, désormais, sont très vigilants et font parfaitement leur travail, et d'enquête, et d'alerte. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas, parce qu'il y avait un terrorisme intellectuel. Si on parlait de ça, c'est qu'on était raciste. On le voit encore aujourd'hui avec le cas de Boualem Sansal ou de Sophia Aram. Ils sont taxés l'un de suprémacisme, l'autre d'extrême droite, dans les deux cas d'ailleurs d'extrême droite. Pourquoi ?
Parce que ce sont, aux yeux d'une bien-pensance de gauche qui est le magistère en gros de la France insoumise, mais plus ou moins radical, mais quand même c'est celui-là. Un bon arabe doit être religieux, totalement pro-palestinien et totalement anti-israélien. Sa femme doit être voilée. Sinon, on n'est pas un bon arabe. Si on est libre penseur, si on n'aime pas l'islamisme, si on n'est pas hystériquement contre l'État d'Israël, alors là, on est un suprématiste, on est d'extrême droite. Et on est raciste. Donc, cette assignation des Arabes à ce rôle-là est profondément raciste. Et c'est au nom d'un antiracisme qu'on professe un racisme viscéral. Et c'est cette lâcheté prétendument antiraciste qui a donné le logiciel du bon goût et de la morale en France pendant des années. Et depuis longtemps, depuis l'après-guerre pratiquement. Mais ce magistère-là, j'espère, va s'effondrer. Parce qu'il a été, comme la France insoumise l'est aujourd'hui, un écosystème intellectuel dans lequel l'islamisme peut se développer impunément. Vous parlez d'une bien-pensance de gauche qui s'attaque à cette liberté de critiquer les religions, d'en rire. Un extrait d'Aurélien Bélanger dans l'émission C'est ce soir sur France 5 a beaucoup fait réagir. Il reprochait en substance à Charlie Hebdo d'avoir adopté une posture qui voulait, par l'ironie, montrer une sorte de supériorité de l'Occident, et donc d'être sorti de sa tradition de contre-culture. Qu'en pensez-vous? Il est le dernier avatar de cette gauche-là, de cette gauche négationniste. La réponse aux gens comme Schneiderman ou Aurélien Bélanger, etc., la réponse à ces gens, elle est arithmétique. Combien de morts depuis le 11 septembre aux États-Unis et depuis Mohamed Merah en Europe? Combien de morts? Et de quelle nature? Et combien de juifs morts? Parce que juifs. Et la réponse, elle est là. Comment vivre dans une société en acceptant ça? En acceptant que des gens qui sont assignés à leur statut de juifs, justement, ne peuvent plus mettre des enfants dans des écoles publiques et sont obligés de changer de quartier quand ils se sentent menacés. Comment un journal responsable ne peut pas réagir à ça à sa façon? On peut aussi dire, on s'en fout, et puis cette forme-là de l'islam qui terrorise les juifs et les chrétiens, c'est parce que les juifs et les chrétiens, c'est des méchants, c'est des capitalistes. Cette forme radicale de l'islam, c'est une contestation d'un capitalisme injuste. Non mais attends, où on est là? Faut pas déconner, non? C'est juste grotesque. Donc ces gens-là sont les haut-parleurs d'une pensée qui est tellement bête. Moi, je suis toujours étonné que, par exemple, le service public de la télévision laisse passer des discours comme ça. Enfin, c'est pas d'un très bon niveau. Hein. Enfin, alors, je sais bien qu'il y a tout un monde intellectuel qui a produit ça pendant des années et des années. Mais quand même, les gens sont responsables de ce qu'ils sont. C'est ça la liberté aussi.